Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Bonjour à tous, Plein l'ado, l'émission qui parle de vos ados, qui parle de vous, qui parle de vos enfants, de la famille et qui parle de tout ce qu'on veut aborder, vu qu'on a une heure comme chaque semaine. Aujourd'hui, des invités prestigieux. À ma gauche, là-bas, le Rav Mamou qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter, le directeur du programme Tikva. Rav Mamou, bonjour. Shalom. Tout va bien? Oui, bien qu'on a fini Tikva hier, donc c'est un peu dur. Donc c'est triste. Par contre, elle a le sourire. On a travaillé 24 heures sur 25 heures sur 24, donc elle a le droit à un peu de repos. Ah, c'est bien, vous serrez, vous faites win-zip des heures de la journée. Ici, Alex Ratemer. Alex est médecin, il est connu aussi dans la communauté francophone. Alex, bonjour. Bonjour. Tu es venu avec ta famille Je suis venu avec ma famille, rencontrer mes amis. En fait, j'ai rêvé de faire ce métier depuis longtemps. Je voyais Cheikh Martin quand j'étais petit. Et tu chantes des chansons? Pas du tout. On est venu rencontrer sa famille puisqu'aujourd'hui, il y a Carole là-bas qui est son épouse et qui est venue ici. Et pourquoi ils sont là avec le Rav Mamou? Parce que la jeune fille qui est ici, qui s'appelle Shira, est devenue, a reçu le prince Mitztayen Anashti. Pour ceux à qui ça dit rien du tout, le Nassi Medina, le président d'État, lui a donné un prix pour sa participation au Shirut Leumi en tant que Mitztayenet, que fille qui a super réussi. Imaginez, ça ne vous arrivera jamais, probablement. Le président est devant vous et vous donne un prix. Il nous parlera de tout ça. Shira, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, bon, modeste, tranquille, comme s'il n'était rien arrivé. J'essaye. C'est très bien, elle essaye. Bien qu'il y ait des sollicitations quand elle passe dans la rue, c'est toi la médecine. Non, c'est pas grave. Donc, encore Raviakov, elle habite. Bon, vous inquiétez pas, on va refaire. Surtout la maman. Chez nous, dans la. Raviakov, c'est une star. Il y a eu déjà d'autres stars qui sont déjà passées dans cette émission, comme Batel Gatterer des Machal. On va parler avec le Rav Mamou maintenant parce qu'on va garder une grande part de ce programme pour son programme, le programme Tikva, qui est un des programmes pour jeunes Français qui viennent en Israël, etc. Un des plus connus et des plus anciens aussi. 14 ans. 14 ans quand même, hein. Ouais, pas mal de promotions. Rav Mamou, quelques mots sur Tikva. Comment s'était passée cette histoire-là, l'idée, comment tu as mis en place tout ça? On va se tutoyer tous dans l'émission, comme ça. Bon, on se connaît tous. Voilà. Et... On se voit quand même. D'accord. Bon, on t'appellera docteur, il n'y a pas de problème. Donc, ça a commencé après ma Shlichut de France. J'étais parti en Shlichut pendant 2 ans. À mon retour, je me suis couplé complètement du monde français et je me suis occupé de la conversion. Donc, j'étais au Beth Din en Israël et je m'occupais de tous les pays sauf de la France presque. Après un conflit qu'il y a eu entre le Premier ministre et le grand rabbin et moi, quoi. Donc, il a fallu que quelqu'un saute et c'est moi qui ai sauté. Donc, t'as pas réussi à faire sauter le Premier ministre. Ça, à l'époque, c'était avec Sharon, c'était un peu difficile. Oui, c'est ça. Il m'a reproché d'avoir converti que 30 000 personnes. Il m'a dit, il manque un zéro, j'avais pas compris au début. Il m'a dit, non, je veux 300 000 personnes. Et comme on n'était pas d'accord sur les chiffres et les pourcentages, donc après m'être occupé des Éthiopiens, des Russes, des tribus perdues, j'ai décidé d'aller voir une tribu égarée qui s'appelle les Juifs de France. Et eux, ils sont complètement égarés. Et il m'avait proposé la direction de divorce. La vérité, c'était pas tellement passionnant. Donc, j'ai préféré retourner à l'enseignement, comme j'avais au début, puisque j'étais formé pour être enseignant. Et j'ai vu que beaucoup de gens arrivaient en Eretz Israël. Nous, à notre époque, on a fait notre allié, on a été jetés dans un océan qui s'appelait Eretz Israël. Et où tu passes, où ça casse. C'est-à-dire, où tu coules, où tu arrives à devenir un tsaba. Et j'ai pensé créer un programme qui va pouvoir donner la possibilité aux jeunes qui sont après le bac et qui veulent rentrer en université et avoir cette possibilité de transition. Je croyais que tu allais me dire où tu coules, où ça marche, et que tu avais monté un programme pour apprendre à nager. Voilà, regarde, tu vois, dans les photos, on fait de la plongée sous-marine. Magnifique. Mais c'est ça, tu vois, la préparation à la minute près. Une magnifique transition. Tout à fait. Donc, effectivement, je leur apprends à nager dans ce qu'on appelle la Géoula israélienne. C'est pas facile. Les petites demoiselles françaises, ils ont l'impression que les coudes, c'est savoir les mettre sur la table. Ils se comprennent, c'est pousse-toi que je lui mette. Et arriver à l'université, arriver à s'imposer quelque part. Et arriver de s'imposer au Shirut Leumi ou à l'armée, c'est pas du tout des choses évidentes. Et on a besoin de cette année pour pouvoir faire ça. Dans Tikva, c'est 4 parties du programme. Torah, identité, volontariat académique. C'est mes 4 problèmes. Et le cas, en fait, c'est la Gdusha qui est l'harmonie entre tous ces 4 parties. Maintenant, la vérité, on va passer tout de suite sur Shira. Et la représentante, je te passe le micro, comme ça tu diriges l'émission.
tranquillement. Non, mais c'est pas ça. C'est facile de dire. C'est facile de dire mon programme. Oui, j'ai compris. Il y a la chose qui est la plus difficile. C'était La personne le qui vit nôtre. 24 heures sur 24 avec le programme. Moi, ce que j'appelle, ce sont les yeux du Rav. C'est la Bacheroute. C'est mes yeux à moi. Alors, En fait- jusqu'à maintenant, c'est les yeux des parents. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va mettre ta caméra sur Shira. Gros plan sur Shira. Shira, comment s'est passé cette année avec le Rav Mamou, avec Tikva? Il était là d'abord ou il est jamais là? Ouais, il est là. Ah, il est là. Même Hein. s'il répond pas trop au téléphone, ça va. Il répond pas trop au téléphone. Non, ça c'est, il a sa réputation. Il va pas aller contre le courant. Donc chaque fois que tu l'appelles, tu dis il y a un problème, ça sonne blanc. Essaye, il y a un chèque, et ça peut marcher. Tu laisses un mot. Rappelle-moi vite le donateur. Alors, comment ça se passe quand tu arrives à faire ton Shirut Leumi? C'est pas évident, parce que toi, tu as toujours vécu avec des Israéliens, des Israéliennes. C'était plus ton milieu du tout, le milieu français. Pourquoi tu as choisi d'abord ce... Il y avait quand même ses parents qui étaient là. Il y avait ses parents. Oui, mais on va parler de ses parents. Bien entendu, il y a toujours de grands personnages dans les coulisses. Pendant 18 ans. Quand quelqu'un reçoit une récompense comme ça, il y a des gens dans les coulisses qui ont tiré. Mais on va faire comme si c'était elle qui le méritait. Donc, Shira, t'es comme ça, tu dois faire ton Shirut Leumi, c'était ta deuxième année, c'est ça? Et puis d'un coup, qu'est-ce qui t'arrive d'aller vers un truc français comme ça? T'as vu le Rav Mamou à l'écran et t'as été capté, t'as dit, il faut que j'aille le rejoindre. En fait, non. Dommage, c'était une belle histoire, ça, sur le papier. C'est vraiment un peu grâce à mes parents. Parce que... Et En plus, je retire tout ce Non, que... moi, j'étais pas au courant de tout ça. Vas-y, continue. Parce que j'ai vu quand mes parents ils ont fait leur alia il y a 30 ans et ils ont créé une belle famille en Israël, Baruch Hashem. Et j'ai vu mes grands-parents encore que c'est un peu dur l'hébreu et tout ça. Donc je me suis dit que si je peux aider des gens qui ont été le même état de mes parents, ben pourquoi pas. Quelle bonne éducation, bravo, les quand Rottenberg, hein. Je m'y attendais pas. Hein. Ouais, quand même. Et ça ressemblait Moi, à je ce suis que- très fière d'elle. Quand tu es rentré dans Tikva, que tu as commencé à travailler, ça ressemblait à ce à quoi tu avais imaginé? C'est ce que tu avais vu à peu près? Non. Pas du tout. C'est bien ce que je pensais. C'est comme là, Ali. Hein. Exactement. Allez, vas-y, raconte-nous un peu. Qu'est-ce qui se passait quand tu es arrivé? Depuis le début, j'ai adoré les méchanikim, mes élèves. Ouais. C'était un peu comme des petits enfants genre, qui cherchaient leur place. Ils vont être contents d'entendre ça. À la maison, on les appelait C'est bon, là, ils ont- Blanche-Neige et les... super grands. C'était des bébés. C'était des bébés. À la maison. À Tigvan, on les appelait petits cœurs. Mais chez nous, à la maison, je me permets, ils sont là, derrière la vitrine, une partie en tout cas, on les appelait Blanche-Neige et les 7 nains. Bon, comme c'est les Enfin, plus ils grands, étaient ils sont, plus que comme c'est les sept. plus grands qui sont là, on va arrêter les blagues. Des fois, ils se vengent sur le présentateur. Alors, et donc, ils t'ont accepté tout de suite? Tu as eu l'impression que tu étais accepté comme Modrecho? Pas tout le monde. Ouais, pas tout le monde. Hein. Même Début jusqu'à de- la fin, hein, pas tout le monde. Ah ouais. Mais là, Shira, Maïrota. Moi, je suis quand Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Comment c'est le programme d'une journée à Tikva? Ben, au début de l'année, on avait les Tioulim pour vraiment faire un groupe. Ça, c'est la qui est ruse du Rav ensemble. Mamou. Il gardait un peu de Tioulib, quand c'est les mecs qui sont... Non, c'est pas ça. Ah. Je travaille d'abord sur l'identité juive. Je prends des galouteux comme eux, il faut leur donner, leur enlever la Ouais, c'est neshama. pas galouteux. Ah, c'est- Ouais, le peu qu'on les a vus dans les Alors, Shabbatot, ils avaient quand Ils même étaient un déjà- kisher. Tu les as pas reçus à l'aéroport, toi? Ils arrivent comme ça, hein. On travaille d'abord, on nettoie un peu 2000 ans de galoute et on les remet après dans Bah, le système. Il c'est- faut, il faut c'est dire, quand même non, chouette. il faut dire à la décharge de Rav Mamou qui est toujours comme ça en permanence. Mais je l'ai vu faire 2-3 mariages. Il y a 2 centimes qui sont venus de France. Et bon, quand vous êtes galouteux comme un... il a peur de rien. Il a peur de rien, même s'il y a le rabbin de France qui est venu et tout. Il dit bon rabbin, bon, c'est très bien. Les curés du consistoire. Ouais. On s'amuse bien avec le Rav Mamou. Ah ouais. Parce qu'il est, il est hard. Et les mariages se terminent bien en général. Ouais, ouais les mariages, ça va. Sur Les 300. types n'osent pas, il y a toute la famille. Non, il y a des mariages qui ont venu maintenant. Les mariés, j'ai invité pour venir. Parce que c'est la Gdoucha. Même il y a une fille qui m'a pris le micro cette année, une Kala, et elle a demandé de changer le nom de Tikva, pas en Gdoucha, Torah Identité Volontaire Académique, mais Kiddushin. Elle m'a dit, vous allez passer 86 mariages sur 303 élèves
Inter-Tikva, donc il y aura encore... Ouais. D'accord. Je suis d'accord avec C'est elle. Shira, une dernière petite question pour l'instant avant que je passe à tes parents. Le Rav Mahmoud t'oblige à faire quelques shidduchim dans le groupe. Tu es obligé de caser 5-6 couples. Ça fait partie du contrat ou non? Non, mais je suis obligée de les Surveiller. Ah, de surveiller. Bon, on va en reparler tout à l'heure. Je vais parler à tes parents maintenant qui étaient derrière cette éducation que tu as reçue qui fait que tu es une fille super. Mais ouais, tu es une fille super. c'est super J'ai pas attendu une Nassi pour raconter ça. Alex, comment s'est passé votre allié à vous? Raconte-nous un peu ce que tu faisais avant. Il y a des bruits comme quoi tu aurais été dans le meilleur mouvement de France à l'époque. Bon, il y a juste, t'es le tombé meilleur avec mouvement. Après, Après avoir entendu le compliment que tu as fait à Livna, à Shira, pardon. Livna, c'est le type, c'est plus. Mélange des Bon, prochainement, on a 9 enfants. Et mon père, Zichrono Livracha, quand il entendait ce genre de compliment, il disait oui, c'est de famille. Ah, c'est bien, c'était de famille, le fait de réagir comme ça. Non, c'est de famille, le compliment. Mais en tous les cas, comme on dit en France, on a commencé, enfin moi j'ai commencé par le Bnei Akiva, et je ne vais pas dire que j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé différent avec Tikvatenu. Et ce qui fait que j'ai été madrich et Rosh Machane, directeur de Machanot pendant de nombreuses années. C'est là qu'on s'est rencontrés. Mets-toi bien devant le micro. Ouais. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Ah, j'ai pas dit change tes phrases. Mais avec Bernard et avec Carole aussi d'ailleurs, puisqu'on parle de Tikva en tant qu'agence Kiddushin. Tikvatenu, c'était pas tellement différent d'ailleurs. Et effectivement, depuis qu'on était... Et Carole et moi, en fait, nos parents étaient sionistes. Ils n'ont pas réussi à concrétiser ce qu'ils voulaient faire en tant qu'adultes, père, enfin de jeunes familles, pour X, Y raisons chacun. Et on a réussi, lorsque nous nous sommes mariés, on a réussi à le faire après avoir été mariés. On a fait notre allié avec 4 enfants, qui étaient des petits-enfants. Toute notre famille en France nous disait « Mais vous êtes fous, vous n'avez même pas de situation, comme on dit ». Ce quoi je répondais que c'est pas grave, que j'étais prêt à travailler en tant que balayeur des rues, puisqu'en général c'est considéré comme un métier très déconsidéré. Et quand on est arrivé en Israël, on nous disait mais vous êtes fous. On est arrivé, quand on a fait notre allié, c'était la première guerre du Golfe. Donc presque on nous a donné les masques à gaz quand on est arrivé à l'aéroport. Et c'était aussi l'époque de la grande alliée des Russes. Et des Éthiopiens. Il y avait des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Russes qui venaient, des dizaines de milliers d'Éthiopiens qui venaient. Donc les quelques Français, quand nous on a fait notre allié, on était avec une famille française. On était 2 familles françaises et on nous a montré un hall énorme, avec des centaines de chaises. On nous a dit, écoutez, vous avez 1 heure pour faire votre alia, pour régler tous les papiers, parce que dans 1 heure, vous voyez tout ce hall-là qui est vide, dans 1 heure, il y a un avion de 700 personnes, 500 personnes, je vais tout ce hall sera plein. On a compris, dans le cadre de ce que tu as expliqué, qu'il faut apprendre en Israël, on a couru d'un endroit à l'autre et ça a été très vite. Il y avait à l'époque l'Unifan qui avait envoyé quelqu'un pour nous accueillir, c'était très bien. Et donc ça rejoint effectivement ce que tu as dit et ce que Shira a dit, que ça aide énormément. Lorsqu'on arrive en Israël et qu'on est accueilli, quand on est arrivé au Merkaz Klita, il y avait des amis qui étaient là, qui habitaient Merkaz Klita ou qui habitaient déjà ailleurs qu'au Merkaz Klita, et ils nous avaient tout préparé. On est arrivé le soir, à 7h du soir, mais on est arrivé au Merkaz Klita, il était 11h, minuit par là. Un accueil extraordinaire. Nos amis qui avaient fait leur aliyah, qui étaient là, qui nous avaient préparé les lits, on était prêts à coucher les enfants, il y avait de quoi manger le soir, de quoi manger le matin, enfin bref. Et donc on s'est assis 5 minutes, et puis j'ai dit je voudrais bien aller au Kotel quand même. Et ils nous ont regardé, c'est pas vrai, mais ils sont tous pareils, dès qu'ils arrivent en Israël, ils veulent aller au Kotel. Ben ouais, c'est vrai, c'est le dernier vestige du Beth Amikdash, alors on est encore très attirés et très attachés. Et puis ça a commencé, ça a continué. Depuis, on est monté sur l'Arabait. Alors, pas tout en même temps. On va s'acheminer dans quelques secondes vers la fin de la première partie, déjà de Plein d'Ados. Donc on va s'arrêter, on va se retrouver tout de suite et c'est toi qui vas être interrogé pour le début de la seconde partie de Plein d'Ados. À tout de suite.
Deuxième partie de Plein l'ado, et là, il y a déjà des jeunes du programme Tikva que vous ne voyez pas, là, ils ne sont pas dans le champ des caméras, mais qui sont déjà là, on va les entendre d'ailleurs. Ouais. Ah, magnifique, ils sont très actifs. Et ils viendront nous rejoindre à partir de la deuxième partie de l'émission, quand on aura fait 2 quarts d'heure. La deuxième, parce que je coupe en deux, attends. Carole, il y a que toi qui n'a pas parlé pour l'instant, et Carole a fait un truc exceptionnel, avant même qu'on lui passe la parole, etc. Elle a un projet sur lequel elle bosse, elle apprend l'hébreu aux tout petits en Israël, et elle va nous raconter tout ça, mais avant tout, ton mari nous a raconté l'accueil quand vous êtes arrivé à l'époque en Israël et tout. Est-ce que tu imaginais que votre alia allait ressembler à ce que vous vivez aujourd'hui, c'est-à-dire cette famille avec ce nombre d'enfants et le fait d'investir dans chaque enfant, parce que vous aviez un petit programme Tikva à vous tout seul, quoi, avec 9. Ouais, non, on est arrivé, on avait 4 enfants. Ouais. On avait 4 enfants. On vous a dit, il faut qu'au moins qu'on double la mise. On était complètement inconscients, Emmett, vraiment complètement inconscients. Maintenant, je me rends compte, je comprends pourquoi mes parents sont complètement paniqués. Et on est arrivé vraiment, vraiment avec la Imouna de 2000 ans. Et ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas été en Israël quand on est arrivé. Et on est arrivé, bon, c'était confiant, évidemment. C'est notre place ici, et puis c'est tout. Et puis, moi, je croyais que j'allais apprendre la langue en 1 an. En disant, dans 1 an, ça ira. Et ça t'a pris combien de temps ? Et ça m'a pris... Ça me prend encore. Ah, c'est-à-dire, t'enseignes l'hébreu, mais tu... J'enseigne l'hébreu, non. Ouais. Je veux dire, je peux pas être à l'université, mais bon, ça va. C'est une blague. Okay. Mais c'est tous les problèmes auxquels on a été confrontés. Je raconterai que, par exemple, la Moura qui téléphone et qu'on ne comprend rien à ce qu'elle dit. Ah oui, tu fais Ken. Là. Ah, Ken. Ouais, j'ai connu ça à la fac, moi. J'ai connu ça à la fac devant 200 personnes et un mec qui m'a interrogé, j'ai pas compris la question du tout. J'ai dit Ken. C'est passé, le miracle. Oui, ça passe. Et au fur et à mesure, en fait, c'est des étapes dans la Aliyah. Il y a la première année, il y a la 3e année, la 7e année. Après, on se lance complètement. Notez bien les années. Oui, j'ai vu, il y a un sondage qui dit qu'on retombe sur ses pieds à la 7e année. Donc, vous inquiétez pas, ça prend du temps. Une petite Shemitah. Pour tomber sur vos pattes. Exactement. Alors, quel projet ? Pourquoi tu as monté ? On voit des photos là. Et... Alors, les enfants ont grandi. Internet s'est développé. C'était un enfant à vous aussi Oui, un petit peu. Et moi, j'aime beaucoup tous ces trucs-là. J'ai fait un stage de Graphica et puis donc j'ai mis tout ça en place. Et je me suis rappelé à quel point j'ai vraiment beaucoup souffert pour apprendre la langue parce que je suis du genre... Ici, on appelle ça les couillés, les midas. Je ne sais pas comment on l'a dit en hébreu, en français. Ouais, les gens qui ont des problèmes pour apprendre. Problèmes, ouais. D'apprentissage, ok. Et donc, j'ai fait ma technique à moi de faire avec des jolis dessins, des mots, et régulièrement, de façon 1 mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots par jour. Le but, c'était de toucher qui Alors, au début, je voulais toucher. Au début, en fait, j'ai un site pour les enfants avec des comptes pour les enfants. Et j'avais fait un truc pour... je me suis dit, pour les enfants, apprendre l'hébreu aussi dans ce site-là. Et en fait, cette partie-là a pris toute la place. Et puis, c'est plus les tout petits enfants, parce que je l'avais appelé le pas des tout petits, c'est plus du tout les tout petits enfants, c'est toutes les personnes qui ont du mal à apprendre l'hébreu. Et ça, Baruch Hashem, ça aide énormément. Je reçois, Baruch Hashem, plein de brachot qui me font très plaisir d'ailleurs. Et les gens progressent petit à petit. D'ailleurs, je vois qu'au bout d'un moment, ils passent à autre chose après. Je vais négliger un peu exprès le Rav Mamou qui est à ma gauche ici, parce qu'on va le revoir dans la seconde partie avec ces jeunes de Tikva, pour pouvoir me concentrer un tout petit peu sur Shira. Ta mère développe des choses, ton père est médecin, etc. Tu les as vus grandir comme Olim Khadashim qui s'accrochent, qui apprennent, etc., qui prennent des initiatives, qui développent des choses. Comment c'est d'être enfant de Olim Khadashim ? Au bout d'un moment, quand on est à l'école avec des Israéliens qui avaient 2 parents israéliens toujours, comment ça passe ? Ils rigolent des fois, des accents. Et toi aussi, des fois, tu as l'accent quand tu parles ou, ils ont tu pas t'es intérêt. senti complètement... Papa venait menacer à la sortie de l'école. Non, il avait des piqûres. Comment ça se passe d'être une enfant de Ola et d'arriver jusqu'au pras que tu as reçu du Nassi, etc. Il y a une fierté d'être enfant de Ola ou on préfère cacher ça en disant non, ne m'accompagnez pas jusqu'à l'école, on va vous entendre parler en français.
Comment ça passe? Il y a une grande fierté. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce Shirut Leumi, parce que je voulais continuer ce chemin. Et voilà, je pense que mes parents, ils sont beaucoup plus forts que d'autres parents. C'est tes grands-parents. Aussi. Alors Mamou, quand même, parle-nous un peu de Shira, son année, comment elle a été, etc. Et comment on comprend à travers une personne qui travaille dans son Shirut Leumi le travail qui a été fait sur elle, même par ses parents, par les grands-parents, toute cette massorette d'éducation. D'abord, par rapport à Tikva, c'est la première fois en 14 ans que j'ai une Batchiroute qui parle le français ou qui comprend le français. Moi, j'avais comme principe de contraint de prendre que des Israéliennes, qu'ils apprennent Ivrit, Beivrit, c'est-à-dire qu'ils arrivent le premier jour et ils se retrouvent coincés avec un WhatsApp en hébreu. Au début, on a réussi pendant 2 semaines et demie à cacher. C'était vraiment très drôle. Je pense que c'est les élèves qui vont raconter quand ils vont venir comment c'était d'avoir quelqu'un. Et elle était forte, elle était vraiment une actrice parce que savoir se retrouver devant des Français qui vous parlent en français et faire semblant que vous comprenez rien du tout. Ils ont tout essayé. Hein. Ils ont mis des musiques françaises, ils ont mis Gad Elmaleh pour voir si elle rigolait aux blagues et tout. Et elle était le plus dur, c'est quand ils parlent entre eux, ils disent elle est nulle, la Batchiroute. D'après, ils n'ont pas dit qu'elle était nulle. Bon, alors en tous les cas, maintenant, le rôle de Batchiroute, c'est quoi? C'est un tafkid, un rôle qui est assez difficile parce que d'un côté, elle doit être la madricha, c'est-à-dire la monitrice. D'un autre côté, ça doit être aussi leur ami. C'est la personne qui est en jonction entre la direction, le rave, et l'ulpan d'hébreu, les psychométriques, tout ce qui représente la loi et tout ce qui représente les notes et l'avenir. Et c'est elle qui doit leur donner la possibilité de rentrer découvrir le pays. Donc, c'est aussi vivre 24 heures sur 24 avec les enfants. Donc il faut être pas seulement social, il faut recevoir. Et surtout, c'est là qu'on a reçu cette année aussi la famille qui était derrière. C'est-à-dire, les nombres de Shabbatot, ces enfants, ils ont été décollés, dans leur famille, ils sont encore en galoute. Très souvent, ils ont des grands-parents ici, mais bon, c'est pas toujours sympa d'aller chez Pépé, Mémé ou chez Tonton et Tata. Ils préféraient passer des Shabbatot entre eux ou aller chez elle. Et là, la famille leur a ouvert leur maison. C'était vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé quand ils venaient. C'était vraiment très sympathique. Ils sont vraiment très, très mignons. Vraiment, hein. Sincèrement. Vous êtes mignons. Bravo. Là, ils ne posent pas répondre. Moi, ça m'a fait très, très bizarre de voir des enfants. Je me disais que si nous, on était restés en France, ils auraient été comme ça. Alors, pour moi, c'est comme un M-cher. Un prolongement. Et vraiment, vraiment très, très mignon. Alex, ça fait quel effet de voir ta fille travailler avec des Français, des francophones? C'est marrant. C'est amusant quand même, parce que quand on fait l'Alia et qu'on a des enfants, on dit j'aimerais qu'ils soient bien intégrés, de vrais Tsabarim, de vrais Israéliens, puis d'un coup on les voit travailler avec des gens, on est content quand même. Ça donne encore plus envie qu'il y ait encore plus de Juifs qui viennent de Khutz-Laaretz. Parce que on entend à l'inverse aussi les Juifs de France quand ils entendent des informations sur Israël, ils sont très inquiets ou pas très inquiets, mais c'est toujours loin. On a toujours tendance à maximiser ou à minimiser selon l'information ce qu'on entend. Et lorsqu'on est en Israël et qu'on entend qu'une fille dans le métro s'est fait balafrer parce qu'elle avait un Magen David et toutes ces sortes d'exactions faites sur les Juifs, sans parler des déprédations, et simplement des mots ou simplement des regards. J'arrive pas à comprendre comment un Juif il fait pour rester vivre en Israël, bien que ce soit pas en France, pardon, bien que ce soit pas la raison principale. La raison principale, c'est parce que ici c'est notre pays, c'est tout. On était par hasard, par chance, on a réussi à survivre en dehors d'Israël pendant ces presque 2000 ans de galoute. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait vivre dans cette période-là, qui est une période, le Rav certainement pourra en parler pendant des heures. C'est une période tous les rabbanim qui habitent Israël. Il parle de la période qu'on vit comme une période messianique. Et malheureusement, les rabbanim qui habitent en galoute, ils perpétuent le Chet HaMeraglim. Ils expliquent que c'est bien ici, c'est dangereux en Israël. C'est vrai que c'est dangereux en Israël. D'ailleurs, les Meraglim, ils l'avaient dit, il y a un danger. Bon, enfin bref, c'est une discussion qui peut durer de très très longues heures. Je suis obligé d'être... Oui, vas-y. Non, comme ça, je me mets mieux comme ça, c'est... Non, c'est bon. Je voulais poser une question à Rav Mamou dans son style, ses caractéristiques. Rav Mamou, quand il t'appelle des parents, quand il se passe quelque chose, je sais pas, un type qui poignarde quelqu'un à Jéru, il y a des parents inquiets qui t'appellent et qui disent « Comment ça va, et mon fils, et qu'est-ce qui se passe ?» Comment tu leur réponds dans ton style qui n'a pas d'égal? Alors, j'ai une anecdote, bien que
pas très loin de moi, j'ai quelqu'un qui a un rapport avec ce que je vais vous raconter. Il y avait eu un moment, il y a eu des missiles qui sont venus de Gaza. Ils essayaient de toucher Jérusalem, mais bon, comme ils avaient expliqué aux Arabes de Jérusalem, ils faisaient partie des dommages collatéraux. Et nous, on était à l'époque à Migdalos. Donc, ils ont essayé de tomber un peu partout les missiles, et tout le monde, et Baruch Hashem, on avait d'hommes de fer, il y a des personnes qui ont étudié au Technion et qui ont développé des choses. Et une mère me téléphone m'expliquant que je suis désolé, mais je peux pas attendre. Ma fille, je voudrais qu'elle prenne un avion ce soir, vous la portez à l'aéroport et elle rentre en France. Alors je dis, je comprends madame, devant l'angoisse d'une maman, tu peux pas discuter. Alors je lui dis, mais attendez une seconde, vous m'avez quand même reçu plusieurs fois chez vous. Et moi, je peux venir aussi avec elle, parce que si c'est dangereux pour votre fille, mon cabinet en Gauche de Sion, c'est dangereux pour moi aussi. Elle me dit, mais c'est évident, Rav Mamou, vous êtes le bienvenu à la maison. Je dis, oui, mais vous savez, j'ai 8 enfants. Alors elle me dit, c'est évident, on a tout ce qu'il faut, mais pour pouvoir venir. Je dis, vous savez, mais on est aussi 7 millions de frères et sœurs. Est-ce qu'on peut arriver chez vous? Alors elle commence à comprendre que je me moque d'elle. Après, je dis, vous savez, madame, dans 2 jours, dans le programme Tigo, on avait un voyage d'une semaine en Pologne. Alors elle me dit, ah mais c'est vrai, j'ai oublié que vous partez en Pologne. Ah comme c'est rassurant. Je dis effectivement, je lui dis effectivement, on va directement à Auschwitz et Treblinka, il n'y a pas plus de sécurité. Et là, elle a compris un peu Et sa fille aujourd'hui est mariée en Israël et vit à Jérusalem. Et je suis d'ailleurs très content que cette année, le voyage en Pologne n'a pas eu lieu. Moi, sincèrement, non, parce que je pense que c'est hélas du fait que les Juifs de France préfèrent rester en France, et il y a eu une chute terrible de la LIA. Et à cause de ça, avec 12 élèves, je ne pouvais pas me permettre, si je n'avais pas un minimum de 25 élèves, de partir en Pologne. Et je vois mes élèves aujourd'hui, ils étaient, même ceux qui sont ici, il y en a qui ce matin ont été Falot Savrijon. Les filles ont reçu leur Théodatzot aujourd'hui, ce matin. Et je vois la différence lorsqu'on vient finir avec ces voyages en Pologne. C'est pas aller en Pologne, au contraire. C'est finir avec 2000 ans de galoute des Saves et monter en Eretz Israël. Oui. Ça dépend qui est le guide. C'était juste en souvenir de mon père, qui est né en Pologne et qui ne voulait pas entendre parler de la Pologne. Oui, mais nous, les Sfaradim, on n'a pas de problème de retourner parce qu'en fait, on vient finir avec la douce franche, le serpent de notre enfance. D'accord. On va bientôt se séparer de la famille Rotnemer. Tout à l'heure, je poserai une question à Ramamou sur la Alia à Metz, vu que c'est à la mode. Mais je vais poser une question à Shira. Shira, je suppose que le soir, dans le programme Tikva, à certains moments, etc., il y a des jeunes, des filles, des garçons qui viennent te parler pour être en contact avec une Israélienne. Je suis un peu inquiet sur ça, je sais pas, peut-être je retourne en France. Ces sirotes-là, ces discussions, c'était importante pour toi? Tu t'es investi dedans? C'était important pour moi parce que je savais qu'on parle de leur futur en Israël. Et je disais tout le temps qu'ils peuvent venir voir mes parents chez moi quand ils ont. C'est un travail d'équipe. T'as une bonne question, bien. Mes parents, ils vont te choper une ils vont s'occuper de toi. En tous les cas, elle a fait un sans faute. Hein. Sur les 12 élèves, il y en a 7 qui vont à l'armée, 5 au Chiro de l'Omi, 100% ils restent. Magnifique. Bon, à eux aussi. Hein. Eux aussi. Il y a quelqu'un qui était là tous les soirs avant de dormir pour leur parler. Carole, comment on se prépare à recevoir les jeunes de France quand ils viennent à la maison? On fait à manger d'abord. On prépare. Tu les attaques. Le point fait directement. Le point fait de France. On cherche des endroits où dormir. Et puis voilà. Et puis on est content de les recevoir. Rien qu'à cause de ça, ils sont restés. Non, rien qu'on parle. Moi, j'étais vraiment très très contente de parler avec eux. Vraiment. Moi, pour moi, c'était je sais pas, c'était Chavaya Metakenet, comment on dit. C'est une réparation. Une réparation du fait qu'on t'a pas parlé à toi. Moi, quand j'ai fait mon alia, je comprenais rien. Je comprenais. D'abord, faut savoir que quand on fait son alia, les yachassim, les liens des enfants avec leurs copains et les parents, c'est pas du tout la même chose. Je donne un exemple. Je disais bonjour aux copains ou aux copines de mes enfants qui arrivaient à la maison et on me disait maman, arrête. Je comprenais pas pourquoi et je commençais à demander ta mère qu'est-ce qu'elle fait, ton père qu'est-ce qu'il fait. Et c'était très très mal vu. Combien tu gagnes à l'Israël? Et quand j'ai commencé à parler des questions à la française, et quand j'ai commencé à parler avec tous les Khanichim, ils répondaient, ça allait tout seul, quoi, ça roulait tout seul, c'était super agréable.
Oui, Je ils me ont l'air sens- bien aussi. Ils ont l'air particulièrement bien. Très très gentil. On va devoir se séparer de la famille Rottemer et mettre fin à cette deuxième partie de Plein Ado. Pour la troisième partie, vous aurez des jeunes super en forme, bien bronzés. On voit que le programme Tigva les a promenés dans le pays. Il n'y a pas un blanc qui est sorti du frigo. Si, une. On a un cachet la d'aspirine. scène israélienne. Non, l'Ashkenaz, c'est le côté Ashkenaz. Le côté Ashkenaz. On remercie la famille Rottemer, une super famille en Israël, un exemple pour ceux qui nous regardent. Oui, vous pouvez, bravo. Et on va rester par contre avec Rav Mamou pour avoir ses commentaires croustillants. Avant ça, je voudrais quand même vous remercier de m'avoir mis en picadone pendant 10 mois votre fille, et ça a été extraordinaire. Bah, merci aussi En tout cas, de l'avoir fait progresser comme ça, hein, parce qu'elle a énormément progressé avec ce show. Chira, tu reviens quand tu veux. Ok. Les autres vont gérer nous. Et ben, je ne peux pas inviter tout le monde. 7 millions de personnes. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans la troisième partie de Plein Ado tout de suite. Plein Ado, partie numéro 3. Comme vous le constatez, la famille Rottemer est partie. Par contre, ils ont été remplacés par 2 remplaçants de luxe. C'est plus pire qu'à la Coupe du Monde. Lorraine et Aaron ont fait le programme Tigva cette année. Lorraine a reçu sa Théoudat Zéhout aujourd'hui. Montre-la aux gens, la truc. Théoudat Zéhout aujourd'hui, on applaudit fort. Ouais, bravo. Quant à Aaron, lui, Tsav-Rishon aujourd'hui, première convocation de l'armée. Ça fait quel effet, Aaron, quand on reçoit ça? Bah écoutez, c'est... Parle bien dans le micro, bien cadré. Ouais. Ça fait plaisir, c'est la continuité de l'année, et voilà, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Ouais. Et tu vas faire quoi à l'armée? Tu as déjà une idée? J'ai vu qu'il y a pas mal de possibilités. Moi, je voudrais faire Tsan Pranim, on est 4 à vouloir faire ça, en Kharézi. Voilà. Donc, j'ai passé mon Tsav-Rishon. Au niveau de la santé, il n'y a aucun problème. Après, il y aura des bouches, on verra. Ok, et j'ai vu que j'ai entendu par le Rav Mamou, il y a tes parents qui sont là, c'est ça? Mon frère, c'est sa première fois en Israël et mon père arrive. Ils arrivent dans pas longtemps à l'aéroport. Là, je vais les chercher. D'accord. Alors on va essayer de faire vite cette partie pour pouvoir te libérer pour que tu cours. Lorraine, comment s'est passé cette année à Tigva? Très bien. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Ça m'a fait beaucoup prendre de maturité. Et j'ai réussi à passer des épreuves que je ne pensais pas pouvoir passer. Ouais. À quel niveau, par exemple? Être loin de ma famille. C'était quelque chose de très dur pour moi de partir de France et de laisser tout derrière moi. Et maintenant, c'est cool pour elle. Regardez-les, la famille. Elle passe là, mais elle est tranquille. Ouais, vas-y. Attends, il y a sa mère qui écoute. Pas du tout. Pas du tout. Ça a été très dur. Et c'est encore dur pour elle, mais elle va essayer de s'accrocher pour rester en Eretz Israël, etc. Et faire venir sa famille en Israël. Et faire venir sa famille, Bezrat Hashem et tout le peuple juif. Qu'est-ce que tu veux faire? Si je veux, je rentre en Shirut Leomi en Mahon à Jérusalem. Sympa. Pendant 1 an. Et si je veux, après, une formation pour pouvoir ouvrir mon Mishpartan chez moi. D'accord. Rav Mamou, comment ils étaient ces deux-là quand ils sont arrivés? Raconte-nous un peu. On va demander à Shira après pour confirmer. Attention. Hein. Alors, à Tigva, je fais exprès, comme à la sortie d'Égypte, on avait tout le peuple juif. Et je fais très attention de prendre des étudiants qui viennent de tous les milieux, pas seulement d'école juive. Donc là, on a 2 personnes qui sont restées ici, qui ont pu se libérer. Il y en a qui sont encore à Haïfa, au Tsav-Rishon, donc ils n'ont pas pu venir. Et aussi bien Lorraine que Aaron, ils sont arrivés tous les 2 d'école laïque. Donc ils ont grandi en France. Ils ont fallu leur apprendre Aleph Kamatz A. On arrive à un niveau de Aleph Bet. Et c'est passionnant. C'est-à-dire qu'Kadosh Baruch Hu, il nous donne à notre équipe la possibilité de pouvoir prendre des gens de 2000 ans de galoute et essayer de leur donner leur identité, de devenir des Hébreux. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et maintenant, l'année prochaine, c'est une fois qu'on a tout fait pour eux, on les a suivis, on les a accompagnés main dans la main. Maintenant, c'est eux qui vont redonner au Ham Israël l'année prochaine. Je me suis tourné vers Aaron pour voir si c'était un hébreu déjà. J'ai pas réussi à si, tous les signes distinctifs. Ah oui, tu vois, tu me dis. Shira, comment tu les as suivis eux deux?
Tu as eu un bon rapport avec eux? Ils font partie de ceux qui disent ouais, je... Vas-y, c'est le moment de dénoncer. Tu peux raconter comment tu l'as réveillé le matin? Je peux mentir Les aussi. Français, ils ont un problème de... Vous allez savoir pourquoi elle a reçu le prix maintenant du président. Une technique très spéciale pour réveiller les jeunes. Vas-y. Netila Tiadaï Moli. On les réveille 1 heure avant. Et tous les 1/4 d'heure, on revient. Lorraine, Aaron, réveille-toi. Et Aaron qui répond Ça, c'est la au méthode téléphone. douce encore. Et donc, à un moment donné, t'accélères. Et on lance de l'eau. Ah. Non, mais elle dit ça avec le ton froid d'un jeune psychopathe. On lance de l'eau. Le type congèle dans le lit directement. Et ça te fait... on comprend mieux pourquoi tu as reçu le prix du président. Merci, Mr. President. Bien joué. Je suis sûr que t'as Aaron, d'autres choses t'as à déjà raconter. reçu de l'eau, toi? Ou t'étais le premier levé? Non, moi toujours à l'heure, à 6 heures. C'est beau, c'était à 9 heures, prière Aaron. honnête. Il a fait un problème de décalage horaire entre la France et Israël aussi. 6 heures du soir. Magnifique. Ah, donc c'est Lorraine qui faisait des problèmes au réveil. Non, je me réveillait. Mais alors, ils sont où? Il y a jamais, t'attrapes jamais le type qu'il fallait arroser. Non, Aaron était dans sa douche. Ah, oui. Il s'arrosait lui-même. Je suis sûr que Chira, t'as d'autres histoires à raconter. Si Plus intéressantes, on va dire. Lorraine, comment ça se passe l'année à Tikva? Qu'est-ce qui se passe dans ce programme qui plaît tellement? Chaque année, on voit les types. Ah, j'ai fait Tikva. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, le Rav Mamou. J'ai vraiment connu une personne formidable et qui est ouvert. Et que... Tu l'as appelé au téléphone déjà? Comment? Tu l'as appelé au téléphone déjà? Ouais. Tu l'as eu? Ouais. T'es la seule. Non, la première. On applaudit. Oui. Non, c'est vraiment un programme. Je pense que le fait qu'on sort de Jéru, qu'on aille dans d'autres endroits, qu'on fasse plusieurs choses, ça nous permet de découvrir tout Israël. Les Tioulim, ça nous a beaucoup aidé. Lorraine, t'as l'impression d'être une personne différente de celle que t'étais il y a 1 an quand t'es arrivée à Tigua? Encore plus aujourd'hui, mais... Ouais. T'es une grande? T'as grandi? Tu riais autant avant? C'est bien, si ça t'a fait cet effet. Aaron, t'as l'air sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Non. Tu caches ton jeu comme les joueurs de poker, la poker face? Pas du tout. Ouais, c'est très simple. En fait, bon, d'abord, quelqu'un qui veut venir en Israël, ils sont tous à peu près confrontés aux mêmes difficultés. Mais ceux qui n'ont pas de famille ici, c'est une difficulté supplémentaire. Disons que moi, je pourrais plutôt parler de ça parce que c'est une des principales difficultés que j'ai rencontrées. Ok. Et Tikva m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Parce que quand j'ai rencontré Rav Mamou, j'ai tout de suite su que je pouvais lui faire confiance. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller dans beaucoup de familles à Shabbat, d'être dans un cadre rassurant où je peux découvrir le pays et justement ne pas ressentir ce manque que j'aurais eu peut-être dans un autre programme qui m'aurait moins apporté cette deuxième famille. Alors on va demander directement à Rav Mamou. Rav Mamou, quel est ton secret? Pourquoi ça marche depuis 13 ans? Pourquoi les jeunes ont envie de venir dans ce programme? 15 ans. 15 ans, comment tu les regardes, les jeunes qui arrivent comme ça? D'abord une chose, toute la source, c'est Rav Moshe Bochko. J'ai étudié à Montreux, je suis arrivé à Montreux. Les élèves, ils se moquent de moi, mais ils ne comprennent pas comment. Rav Moshe, il est vivant avec... Le père du Rav Shaul David. Tout à fait. Connaît, et je suis arrivé à Montreux de l'école Goy, je ne connaissais rien, je n'étais pas chômeur Shabbat. Et je me suis retrouvé devant une classe où 99% des élèves étaient fils de rabbins, comme Daniel, comme beaucoup des gens qui travaillent même ici. Et arrivé de l'école Goy, et un peu comme Aaron, on m'a demandé de voir Rachi, je pensais que mes copains me faisaient une blague, j'avais jamais vu l'écriture Rachi de ma vie. Et Rav Moshe, il avait une patience, c'est qu'il nous a pas seulement appris la Torah, il nous a d'abord ouvert sa maison. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose, il nous vient à la maison, viens prendre un café à la maison, ou viens faire Chevruta avec le Rosh Yeshiva. Moi, c'est comme ça que j'ai été formé. Et c'est comme ça que je forme mes élèves. C'est-à-dire, il n'y a pas, comme les élèves, des fois, ils me font des blagues à pourri, mais ils essaient de se rappeler, rappelez-vous comment vous étiez chez nous à la maison. Bien sûr, je me rappelle de chacun. Chaque élève, même jusqu'en Guadeloupe, je vais chercher. Je vais chez eux à la maison, pas parce qu'on ne peut pas se rencontrer à l'Agent Juive à Paris, dans un endroit qui est stérile. Mais pour moi, prendre un élève, c'est le faire entrer dans la grande famille de Tikva. Là, vous allez voir les photos qui défilent. On fait une fois par an un Shabbat Bogrim où il y a tous ces anciens et bien qui finissent, c'est les prochains qui vont venir. On reste une grande famille. Maintenant, on a quitté Eretz Israël à cause de la haine gratuite. Et comme j'explique à mes élèves,
faire venir en Israël des 4 coins de la planète. Et avant les Français, je me suis occupé des Russes, des Américains, des Éthiopiens, des tribus perdues que j'ai cherchées pendant 7 ans de ma vie. Je pense que pour s'occuper de l'Aliyat de Juifs de France, des égarés de France, il y a une seule solution. C'est l'amour gratuit et de savoir que les élèves, ils ont une maison, ils ont quelqu'un qui est là. C'est vrai que je réponds pas au téléphone, mais à mes élèves et de cette année, les anciens ils pourront se plaindre, c'est vrai, mais je sais qu'un enfant qui est à Tikva cette année, c'est pas important quel Tikva, là je suis toujours 24 h sur 24, c'est les seuls qui ont le droit de me téléphoner à n'importe quelle heure de la nuit. Claude Akavod, Shira, le mot de la fin pour toi dans cette troisième partie. Tu as fini cette année à Tikva, ça y est, tu vas les quitter. Tu vas faire quoi? Tu as déjà une idée un peu de ce que tu veux faire? Mais ma vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas amener dans ta vie future de ton expérience de Tikva? Qu'est-ce que tu vas garder d'important de cette année-là? D'abord les gens. Ouais. Ils seront tout le temps mes frères, mes amis. Et voilà, comme... Et cette grande famille Tikva, c'est ma famille aussi. T'es triste un peu de finir cette année? Ouais. J'ai des dossiers sur elle en train de pleurer. Elle a envie maintenant un peu. On va arrêter ici la troisième partie de l'année. On va laisser Shira aller essuyer les yeux dans les coulisses. Et bravo à tous ceux qui participent au programme. Et on va demander aux anciens de Tikva de nous rejoindre maintenant pour nous parler un peu de leur expérience à Tikva. A tout de suite pour la quatrième partie de Plein Lado. Quatrième et dernière partie de Plein Lado, toujours avec le Rav Mamou, toujours avec le programme Tikva. Et une fois qu'on a passé la famille Rotnemer, la fille qui avait reçu le prix et les jeunes qui quittaient aujourd'hui le programme, on a les anciens ici. Et les anciens, on voit tout de suite qu'il y a du bagage dans le pays déjà. Ça a travaillé. Johan Knafo à ma gauche, une star du programme Tikva. À ma droite, Emmanuel Halimi. Et là-bas, Chirel. Mais Chirel, on ne dit même pas le nom de famille. Elle est connue, c'est une star, mais elle ne veut pas qu'on le dise. Donc non, le nom de famille, c'est pas sûr parce qu'il va bientôt changer, c'est pour ça. Ah, il va bientôt changer. Et Chirel se marie bientôt. Vous êtes conviés, d'ailleurs, tous les téléspectateurs. Vous n'êtes jamais que 5 ou 6 000. On vous enverra les détails. Ça sera Révon face à... Chez Papier Mamie. Thierry, est-ce que tu sais comment on appelle le Rav Mamou à Tikva? Entre nous, entre les anciens. Non, vas-y. On appelle le marieur en série. Le marieur en série, donc ça veut dire que vous avez déjà des contacts, il vous a déjà branché avec des... On n'a pas le choix. C'est pas une question de contact. Personnellement, Johan et moi, il nous a déjà mis les menottes. À partir de combien de temps après le programme tu as pour te marier? Il y a un mois. Non, le problème il est comme ça. Pour être Rav et avoir un programme mixte, c'est contraire. Il y a un problème. Oui. Donc la seule justification... Et à cet âge-là, les hormones, ils font des heures sup. Donc il faut résoudre les problèmes. Voilà. Et la meilleure façon... Très belle façon de résoudre des... Bon, alors Johan, pourquoi le mariage, toi? Ça y est. J'ai déjà marié. Comment il a fait aussi vite? Ah, magnifique. Ça fait 6 mois. Hier, ça faisait 6 mois. Et toi? Et moi, ça fait 2 ans et demi maintenant. Ah ouais, non, ils sont très bons. Et où sont les femmes, quoi? Amenez-les dans le studio. C'est la grande fête. Ah bah, ça, c'est un programme de 8 personnes à la base, regardez, après le travail du Rav Mamou. Parce qu'il y a les mariages inter-Tikva aussi, il faut savoir. Alors moi, elle vient pas de Tikva, moi c'est une pièce rapportée. C'est une pièce rapportée, ouais. Ok, moi, c'est inter-Tikva. Attendez, on va mettre de l'ordre. C'est traditionnaliste. On va mettre de l'ordre, on va commencer par la fille, comme le veut la galanterie. Chirel, raconte-nous un tout petit peu ton passage à Tikva, ce que ça a fait dans ta vie, comment ça t'a marqué. Allez. Alors, moi, il faut savoir que quand je suis arrivée en Israël, j'avais déjà 19 ans et j'attendais d'arriver. Il fallait que je me débrouille pour trouver de l'argent pour y arriver. J'ai commencé par un programme qui m'a énormément plu, mais qui n'était pas forcément pour moi. Du coup, j'ai appelé Rav Mamou. Il est venu jusqu'à l'endroit où j'étais, à mon programme. Tu l'as appelé style au secours? Non, pas au secours. Non. Rabbi, il faut que vous m'aidiez. Voilà, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. On a parlé pendant 2 heures, je me rappelle. J'étais très stressée quand je l'avais vu. Et au final, j'ai pris la décision de partir à Tikva. Je suis arrivée 2 mois plus tard. J'étais très angoissée parce que je connaissais personne. J'arrive 2 mois après, etc. Mais au final, j'ai pas du tout regretté mon choix. C'est un programme qui m'a énormément apporté dans ma vie. C'était vraiment un tremplin pour Israël. Déjà, j'en venais à Tikva, moi, donc j'étais prédisposée à aller à Tikva. C'est puisque ça reprend le programme de l'Archara, exactement. Donc voilà, ça m'a énormément apporté au niveau social, au niveau d'amour. Voilà, je vous le dis, Rabbi, vous êtes content comme ça. Au niveau de, j'ai fait ma Gana Yadam, j'ai adoré ça. J'ai appris sur moi-même et ça m'a donné envie après de rendre
de tout ce que j'avais reçu pendant Tikva. Dans le contrat, quand tu t'inscris à Tikva, tu es obligé de faire de la pub pendant combien de temps après? Il me donne le chèque après. Tu dois te marier, tu reçois un chèque, c'est bien. Non, vous n'avez pas du tout l'air d'avoir été payé. Non, pas besoin. Resplendissant, vraiment, quoi. Emmanuel, comment s'est passé C'est presque similaire à Chirel. Moi, j'ai... Tu vas pas raconter la même histoire, invente une autre. Je vais changer les noms pour pas que ce soit trop évident. Moi, j'avais commencé... En fait, je suis venu après mon bac et j'avais commencé... Je venais de Saint-Brice-sous-Forêt, dans le 95. Okay. Et j'avais commencé à IDC, à Ertilia, un programme complètement anglophone. Donc, il n'y avait pas besoin d'apprendre l'hébreu, il n'y avait pas besoin d'apprendre les psychométriques. C'était un peu le choix de la facilité. Il y avait une bourse qui me permettait de financer l'année. Et très rapidement, au bout de 2 mois et demi, j'ai senti comme un manque. J'avais besoin de parler au chauffeur du bus, quoi. Je lui dire autre chose que Shalom et Tsaov. Je savais comment on disait jaune, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais des petites fantaisies comme ça. Et il me manquait quelque chose. Et j'avais été séduit par le programme Tikva longuement pendant mon année de terminale, mais il y avait cette espèce de fausse maturité qu'on a en terminale. On se dit non, il faut pas faire un programme de vacances, il faut que j'aille dans les études, il faut que je montre à papa, maman, à tout le monde que je suis sérieux. Ça. Pas perdre une année. Et, exactement. Ouais. Et j'avais aussi peur de me retrouver avec des francophones. C'était stupide de penser comme ça. Et donc très vite, je suis retourné vers le Rav Mamou qui t'attendait. Bizarrement, qui se souvenait pas de moi au début, et ça lui a pris 2-3 minutes pour. C'est quand tu m'as expliqué où t'habitais, je savais aussi. Oui, après, oui, parce que je suis venu quand même sur toi. C'est ça aussi. Tu dis Saint-Brice-sous-Forêt, effectivement. Mais il y en a beaucoup là-bas. La galoute de Sarcelles, elle a bougé, c'est pour ça. C'est ça s'est déporté. C'est de Babylone. Babylone plus. Et donc, de Soura Pompedita, quoi. Et donc j'ai rejoint le programme Tikva au mois de décembre, fin décembre. J'ai passé ma première soirée, il pleuvait à torrent dans un kibbutz en pleine nuit, et j'étais super heureux, quoi, parce que c'était une sorte de libération pour moi. Je suis arrivé avec un groupe de 50 personnes, donc qui se connaissaient depuis 3 mois, qui avaient vécu des Siolim. Toi, tu vas pouvoir me raconter, parce qu'il pleuvait à torrent, j'étais super heureux. Il y a toujours eu un bruit à propos des programmes de Tikva. Moi, j'avais entendu un mec qui m'a dit oui, on était à côté de Euphrate et il neigeait ce jour-là et j'ai marché 2 km d'un neige jusqu'au genou. On a rigolé. Moi, je suis arrivé après la guerre. On n'a pas rigolé, c'est la guerre, quoi. On dirait le mec qui te raconte, on dirait la campagne de Napoléon en Russie, tu vois. C'est ça qui est extraordinaire avec Tikva, c'est qu'il y avait une ambiance. C'est un laboratoire de l'Alia dans le sens où finalement. On se dévêtit de toutes ces superficialités qui sont les difficultés matérielles du quotidien, le froid. Je me souviens, on avait des pannes on était dans la même chambre avec eux, on avait des pannes de chauffage, on se réchauffait avec le fer à repasser, on l'allumait pour le brancher. Bon, mais voilà, c'est des souvenirs extraordinaires, et puis surtout on se découvre une force intérieure qui est énorme, et on l'a vraiment fait, ça, pour le coup, à petits coups, parce qu'il fallait être prudent, mais voilà, on se découvre une force intérieure qui est énorme, et puis il y a la force du groupe, et puis quand on a un passionné comme le Rav Mamou qui est là pour motiver les troupes, il n'y a aucun doute qu'on passe un super moment, et justement c'est génial ces moments-là de galère. Bon, j'ai un doute quand même, je vais voir avec Johan. Raconte-moi l'histoire du fer à repasser. On comprend rien avec vous. Il y avait une panne d'électricité, donc on s'est chauffé au fer à repasser, il n'y avait pas d'électricité, vas-y. Non, mais c'était pas directement sur la peau, on avait des habits, sinon ça je croyais qu'il n'y avait pas d'électricité. On avait un voisin qui faisait des toasts aussi. Ah oui, il faisait toast. C'est pas un programme Tikva, on a l'impression que ça t'apprend à improviser. Tu comprends que la saïrette après, c'était rien à côté. Ouais, nous dit, ça irait. C'est ça qui m'a bien préparé après pour l'armée. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait comme saïrette? J'étais dans saïrette Santranim, dans le Palkhan. Bien fait. Ça, c'était après Tikva. Comment ça s'est passé? C'était génial. C'était une super expérience. Bon, on va commencer un peu Tikva. Comment Tikva? Non, je n'aime pas obligatoirement. On peut commencer par la fin, ça fait rire aussi. Comment t'es arrivé, toi, à Tikva, toi? Alors moi en fait j'avais entendu parler de Tikva déjà dès la seconde première à peu près, et je voulais déjà m'inscrire. Donc en fait je me suis... Mamou, il a une technique de folie. Non mais en fait j'avais de la famille des gens en Israël. J'avais de la famille des gens en Israël et qui travaillaient à l'agence juive et qui m'avaient un petit peu orienté, qui me connaissaient, qui savaient vers quel programme m'orienter. Et c'est un programme qui m'a tout de suite attiré par tout son contenu. Pour moi c'était parfait, on touchait un petit peu à tout en un an. Et voilà, je me disais c'est le bon moyen la bonne étape avant de se mettre dans le bain israélien, c'est les choses minimum à faire pour pouvoir rentrer. Ça, c'est ce que tu te disais. Et sur le terrain, tu as vu ça aussi. C'est concrètement ce qui m'a... C'était parfait. On dirait que c'était fait pour moi. Donc voilà, j'étais inscrit dès la première déjà à Tikva.
Et... Oui, il a fait ça. Bah, j'étais au salon de l'Alia et quand il s'est inscrit dès la première. Bah, quand je suis arrivé au salon de l'Alia, alors le Rav m'a dit non mais là c'est Tikva pour la rentrée. Je dis non moi c'est pour l'année d'après. Il m'a dit ah d'accord. Je vais garder ma place, je vais être sûr. Je vais être sûr. Ouais. Non bah, donc j'étais inscrit et ouais c'était vraiment ce à quoi je m'attendais. Les seules différences c'était sur le après. Moi, avant de partir, je m'étais fait un petit plan de 3-4 ans en avant. Je m'étais dit, voilà, je vais faire Tikva. Après, je vais rentrer pour 1 an et demi à l'armée. Et après, je rentrerai au Technion. Et voilà. Sauf qu'au final, c'était pas du tout fait comme ça. J'ai fait 1 an et demi de Tikva, puisque j'ai continué en tant que madrich à Tikva pendant 6 mois. Et au lieu de faire 1 an et demi d'armée, j'en ai fait 3. Et je commence mes études qu'à la rentrée, là, maintenant. Donc, tu vas faire quoi ? Ingénieur en génie industriel, je crois qu'on dit en français. D'accord. David, tu te souviens de ces 3 numéros là, quand ils sont arrivés Pas seulement des 3, je peux te faire les 303. Non, les 303, on n'aura pas le temps. Parle-nous des 3. Quel souvenir t'as le souvenir le plus marquant de chacun, un peu, quand ils sont arrivés? Tu nous as dit tout à l'heure, quand tu les vois, tu dis, allez, voilà, les types de France. Moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est cette espèce de processus qui se passe dans la première année, mais qui est vachement utile, qui est très importante, cette première année, où tu as un petit gosse, de Galoute, de France qui arrive, etc. On a l'impression à la fin de l'année qu'on commence à voir l'israélien. Et c'est incroyable, parce que quand tu vois même des gens, des fois de terminale, ou qui ne veulent pas monter, etc., tu as une impression de non, nous, et tu dis, bon, ceux-là, ils ne seront jamais. Et puis d'un coup, en quelques mois, tu hésites. Comme si dans chaque juif de France, il y avait un Israélien qui se cachait et qui attendait d'être révélé. Non, mais c'est pas comme si. C'est pas comme si, c'est exactement ça. Il y a quelque chose en chacun qui est caché, qui n'est pas dévoilé. Qui attend juste à être développé et à être. Je n'ai même pas besoin de parler. Bon, à partir du moment où on arrive en Israël, on peut. Je vois beaucoup de personnes qui restent après le bac en France et qui se lancent dans le bain des études et voilà, dans la ligne normale que tout le monde fait en France. Mais en fait, on se rend compte qu'ils ne savent pas où ils vont. Et c'est très difficile, dès la terminale, de savoir ce qu'on veut faire. Encore aujourd'hui, moi, je ne suis pas encore sûr de ce que je veux faire. Alors d'avoir cette année d'entre-deux qui nous permet de se construire, de se former à l'intérieur, ça permet vraiment de savoir qui on est et là où on veut aller. Alors parlez-moi de ce sujet, là, David, ce truc qui m'intéresse vraiment. Cette espèce d'Israélien qui se cache dans tous les Juifs et qu'il faut révéler, qu'il faut montrer, quoi, qu'il faut faire sortir. D'abord, je reviens à Rav Moshe. Oui. À Montreux. Et la force qu'il nous a donnée à nous, tous les Montreusiens, c'est la Chaner Yeled al Pidarko. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à Montreux, en terminale, on était tous semblables. Mais à la fin de la terminale, chacun, il nous a envoyé quelque part. Il y en a qui étaient même à Yeshiva Charidiot, il y en a qui ont été à Bethel, moi, il m'a envoyé à Lanchout. Et chacun, il a su nous... 3 ans, on a été ses enfants à la maison. Il a su savoir la neshama et la force de chacun. Et il a su développer la force de chacun. Avec mes élèves, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas seulement être rave d'un programme Tikva, c'est pas ça. C'est s'asseoir avec chaque personne, discuter, ce qu'on appelle le sartnash, sichot nefesh, les discussions de l'un. C'est pas un cerveau qui parle, c'est une neshama. Et chaque élève, il y en a qu'au contraire j'envoie à Toudaï, il y en a que j'ai pas du tout, tu vas chez Haute-Lomi, il y a eu des filles qui ont dû partir à l'armée, qui sont ressorties encore beaucoup plus religieuses, bien que j'étais toujours contre les filles à l'armée. Et même à tel point qu'il y a une fille qui m'a donné, j'étais tellement fier qu'elle m'a donné tort. Et c'est la plus belle bracha pour un enseignant, c'est que ses élèves lui donnent tort. C'est que même dans la brochure de Tikva, je l'ai mis en habit militaire. Pour moi, il faut que la personne qui me connaisse, ils savent très bien que j'ai toujours été contre. Et malgré tout, les élèves ont prouvé le contraire. Non seulement ils sont partis à l'armée, non seulement ils ont fait leur chéroute, mais en plus, ils ont donné beaucoup. Donc là, chaque élève, en fonction de sa neshama, de son histoire familiale, c'est pour ça que pour moi, c'est tellement important, pas de rencontrer les gens dans un endroit stérile, c'est d'aller chez eux à la maison. C'est une sorte de psychanalyse. C'est de prendre la personne, de savoir qui elle est, et de savoir tout le temps, et d'être en contact avec lui. Donc c'est pas on fait pas de la photocopie. C'est un type rentré au milieu maintenant de la conversation, il aurait l'impression que tu parles de tes enfants. Il y a une nargacha un peu comme ça. Oui. Ouais. Nous on peut dire oui. Ouais, complètement. On a des centaines d'anecdotes à raconter. C'est ça, et je parle pas que de Tikva, ça veut dire. Demander de payer une partie du mariage. Je ne parlais pas du mariage. Ah ouais. Aussi, mais je veux dire Ramamou, ça veut dire ça fait presque 3 ans que j'ai fini Tikva et je sais que n'importe quand, il y a pas plus tard que 2 semaines, je l'ai appelé parce que j'avais une décision très importante à prendre. Je l'ai appelé directement parce que je sais que voilà, le Rav Mamou, il nous suit dans chacun de nos pas, même après Tikva. C'est pas juste Tikva, bonjour, au revoir, c'est fini. Pas du tout, il nous suit dans notre vie, il sait ce qu'on fait, il sait où on va, il sait qu'on peut se tourner vers lui. Donc, en tout cas, nous, on ressent comme notre père, voilà. Et il y a quelque chose qui... C'est même pas dans le côté affectif, pas seulement dans le côté affectif, il y a quelque chose
qu'on acquiert après Tikva. Et ça, c'est aussi avec ce système de responsabiliser les anciens, on est là, on doit rencontrer les nouveaux, etc. Le Rav Mamou, il nous a vraiment transmis un amour du peuple juif. Ça veut dire, souvent quand on finit un programme Massa, quand on a passé une année générale en Israël, on a tendance un petit peu à être, on est chaud, on a le sang chaud, on dit à tous les copains, vous vous rendez pas compte ce que vous ratez, etc., etc. Et puis on a ça, mais on a aussi, voilà, on a derrière c'est plus le directeur du programme, c'est un peu le papa de substitution qui est là et qui nous calme et qui apprend à nous faire comprendre que non, chaque juif, il a son temps, il a son moment, et il faut savoir lui parler, il faut savoir lui comprendre, il faut savoir s'adapter. Et comme il l'a dit, je pense que finalement c'est une sorte de boucle qui continue, ce que le Rav Bochko lui a enseigné à Montreux, de guider les enfants vers leur chemin. Nous aussi, j'ai l'impression qu'on a un petit peu de ça, puisque on est très indulgent quand on voit les nouveaux arrivants à Tikva. On voit que c'est pas le même monde, c'est autre chose, mais pourtant on est là, on se dit, on sait de quoi ils sont capables. Maintenant, on sait de quoi ils sont capables parce que nous, on est passé par là, et c'est formidable, voilà, de nous avoir donné cette possibilité de voir le monde et de voir le peuple juif comme ça. C'est juste énorme, c'est un super cadeau. Ouais, je peux vous dire plus que ça, même quand là, on voit vraiment cet amour et cette envie vraiment de faire venir les gens et que ce soit adapté à chacun. C'est que par exemple, dans tous les salons du Bac Bleu Blanc ou tous les événements, on a des jeunes qui viennent de France. On nous a toujours dit, et ça s'est fait naturellement aussi de nous-mêmes, on n'a jamais voulu prendre les gens à tout prix à Tikva. C'était vraiment chaque personne, savoir pourquoi elle était le plus ma team, et lui dire, voilà, toi, si par exemple, t'as la force de pouvoir aller faire un an d'yeshiva, mais vas-y, fonce. Va choisir le programme de yeshiva qui te correspond le mieux, mais vas-y. Tu veux faire un programme parce que t'es sûr que pour toi, un programme qui va être plus universitaire, il va plus te correspondre, bah vas-y. Mais si toi, tu t'es comme ça, comme ça et comme ça, alors oui, peut-être que Tikva, ça peut te correspondre. Mais on cherchait pas à vendre Tikva à tout prix, c'était vraiment de vouloir adapter chaque personne au programme qui lui correspond pour qu'au final, elle s'épanouisse telle qu'elle est en Israël. Alors, Mamou, qu'est-ce que tu fais pour que les anciens aient envie de regarder par la fenêtre les nouveaux et voir, et la nouvelle promotion, elle arrive. Il y a des points de rencontre dans l'année, tu invites les anciens, Il y en a qui me donnent le mérite. C'est un marié, il venait de se marier, donc j'ai pas pu le prendre parce que la première année il doit être Ichou Beto avec sa femme. Oui. Chirel, bientôt elle va construire sa maison et après on l'invitera. Mais Manu cette année peut venir témoigner. Pendant toute l'année, j'invite tous mes anciens élèves tout le temps, régulièrement, une fois par semaine, à rencontrer des nouveaux. Et ce qu'on fait, c'est des shidduchim, mais pas de mariage, d'Alia. Non, parce que je prends toujours un couple avec un élève. Et chaque élève, je l'envoie à une famille qui représente. Comme tout à l'heure, on a eu Aaron, moi aussi. Oui, tu as 15 ans quand même d'existence, donc tu peux envoyer même dans des familles qui sont bien... Non, là j'arrive à... Aujourd'hui, je suis dans une situation plus difficile. C'est que je me fais engueuler par les copains de la même promotion. Pourquoi lui, il est venu et moi, tu ne m'as toujours pas invité. Il n'y a que 54 Shabbatot et il y a déjà 86 mariages. Donc je suis un peu en déphasage entre les Shabbatot et les mariages. Donc c'est ça. À mon avis, ils comprennent très bien que on les aide la première année et la Géoula, elle doit se faire par nous, par cet amour gratuit. Et c'est eux maintenant, dès qu'ils ont pris racine en Eretz Israël, qui doivent se tourner vers la Galoute de France et la faire venir. D'accord. Alors justement, on va finir l'émission un peu comme ça. On va faire un tour qui va dans ce sens et on finira avec le Rav Mamou. Un petit message pour les Juifs de France qui te regardent, qui sont en fin de terminale, qui ont passé leur bac là maintenant, et puis qui se disent bon, je me suis inscrit à la fac, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi, chérie ? Alors, je vais pas mentir. Je vais pas dire que c'est facile à Alia. Je vais pas dire ouais, Israël, c'est la folie, vous allez voir, la vie, elle est belle. Non. Je vais dire la vérité. Je vais dire que leur avenir, selon moi... Coupe-lui le micro. Non, je rigole, vas-y. Restez là-bas. De toute façon, il y a une bombe. Non, leur avenir, selon moi, il est vraiment ici en Eretz Israël. On passe chacun, ils vont tous passer par des épreuves différentes. Même le départ, il est très difficile. Se dire, je vais laisser ma famille, je vais laisser tous mes repères, je vais laisser mes amis, je vais partir à l'étranger comme ça, c'est très difficile. Ça prend du temps. Mais au final, au bout de quelques mois, un an, un peu plus, chaque mois qui passe en Israël, on se sent de plus en plus attaché à Israël, on se sent évoluer et c'est pas, il n'y a pas de prix. Ça veut dire, c'est évident que leur avenir il est ici. Ça sera dur, mais qu'il faudra s'accrocher et que au final le prix il est magnifique. C'est le magnifique message de Chirel Emmanuel, un message pour ceux qui nous regardent. On va essayer de faire court. Moi, j'ai envie de dire, croyez en vous. Il y a Rabbi Nachman qui a raconté une histoire fabuleuse qui est l'histoire d'un homme qui doit libérer une princesse. Et bon, c'est plein d'allusions, etc. Et cette princesse, finalement, c'est un peu l'intuition de ce personnage. Et toute la moralité, en tout cas une des parties de ce conte-là, c'est écoutez un petit peu votre instinct parce que
il n'est pas si bête que ça. Et croire en soi, c'est ce qu'Eretz Israël nous donne beaucoup, et on a beaucoup de chance aujourd'hui dans notre génération. Il suffit de voir il y a 5 ans, il y a 10 ans, comment on faisait l'Alia, comment voilà, on l'a vu, la famille avant, la famille de Chirac, ils sont venus dans des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes, et aujourd'hui on a beaucoup de chance, et il suffit juste de les saisir. Donc on est beaucoup les jeunes, croyez en vous et faites ce que vous avez envie de faire, et sachez que si vous avez des objectifs, si vous avez des rêves, si vous avez des principes aussi, croyez en vous, vous faillirez pas. Johan, un message pour ceux qui nous regardent. Moi, je pense que ce que je dirais aux jeunes, qui sont encore en France et qui hésitent un petit peu sur leur avenir, c'est que, qu'ils le veuillent ou non, un jour, ils se retrouveront ici. C'est l'avenir du peuple juif, il n'a pas de place en dehors d'Israël. On a beau repousser, faut pas oublier qu'on est en galoute. De base, c'est une punition. On a été renvoyé de la terre d'Israël et qu'on est amené à y revenir. C'est l'avenir du peuple juif, il est en Israël. Donc, si ils ont la force et ils ont la possibilité de le voir aujourd'hui, d'en avoir conscience et de se dire je franchis le pas, j'y vais, et comme a dit Chirel, c'est très dur. Personne n'a dit que c'était facile, et si c'était facile, il n'y aurait aucun mérite. Là, en général, quand on a 2 choix dans la vie, un choix facile et un choix difficile, c'est mieux d'aller vers le choix difficile, c'est celui qui amènera la réussite. Donc, il faut franchir le pas. C'est vrai que c'est très difficile, c'est dur pour les familles, c'est un manque. Mais on en retrouve une autre de famille ici. Je dis pas qu'on oublie celle qui reste en France, mais on se construit une nouvelle famille ici. Et s'ils le voient pas encore aujourd'hui, qu'ils essayent en France. Et ils verront bien qu'à un moment ou un autre, ils auront des obstacles qui feront qu'ils n'auront pas le choix de franchir le pas. Et je vois, j'ai des tonnes d'exemples d'amis qui sont restés en France, qui ont commencé leurs études, et après 2, 3 ans, 4 ans, après 8 premières années de médecine, ont décidé de franchir le pas et de venir en Israël, et c'est bien plus dur après. Donc c'est peut-être mieux de franchir le pas au début, quand c'est encore possible, quand c'est encore le moins difficile, on va dire, plutôt que d'attendre que ce soit encore plus dur. Parce que de toute manière, on est amené à venir. J'aimerais juste, si tu le permets, rajouter un petit point. Comme tu l'as dit, c'est difficile de franchir le pas. Il y a aussi un pas financier qui peut être parfois difficile à franchir, surtout quand on est jeune, quand on a 18 ans. On n'a pas forcément la possibilité de se permettre des fois de faire ce genre de programme. Et c'est là où je veux en venir, je veux souligner quelque chose. L'argent n'a jamais été un frein pour le Rav Mamou. Il vous l'a dit tout à l'heure, mais moi je veux le redire parce que... on le connaît, il est pudique, mais il va jusqu'en Guadeloupe, il va dans des bleds paumés en France, il va partout dans le monde pour chercher le moindre juif. Il viendra vous chercher, d'ailleurs. Et il est passé par des moments... il s'est mis dans des situations compliquées pour des élèves. Il s'est mis dans des situations très, très compliquées. Et je pense que, déjà, il n'a jamais arrêté. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est vraiment un exemple pour tous ses élèves. Ça nous donne de la force. Mais je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui du poids et de l'importance du travail qu'il fait depuis des années, et parfois on aimerait juste qu'il soit un peu aidé, quoi. Et alors lui il le dira pas, et moi j'en profite. Emmanuel fait un appel en direct. Vous pouvez envoyer vos dons. C'était très subtil. Toute l'année. Allez, on va se diriger. Merci Emmanuel. On va se diriger vers la fin de l'émission et on va donner la parole au Rav Mamou. Un petit Dvar Torah, un petit quelque chose pour ceux qui nous regardent, un petit message. D'abord, le Dvar Torah, il y a la Torah, les fêtes, il y a Talmud et Maaseh. Je pense que le Talmud, la Gemara pose la question quel est le plus important entre l'étude de la Torah et les actes. Je pense que les élèves de cette année ont dit Gadol la Talmud, je m'éveille des Maaseh. Le Talmud est plus important parce qu'il apporte à l'acte. Et là, on a vu des personnes qui ont fait que des actes. Et je pense que de quelqu'un avec une mention très bonne et qui était accepté dans toutes les universités françaises, comme toi aussi et comme tout le monde, et vous aurez pu réussir financièrement, vous avez décidé de venir et servir votre peuple et de venir en Eretz Israël. Je pense que les actes de mes élèves, ça représente beaucoup plus que des heures d'études, parce qu'ils vivent la Torah, et la Torah n'est pas une religion juive, mais c'est un mode de vie. Ce que je veux dire, c'est que je pars en France tout de suite après le Shvas à Betamouz, puisqu'on a les salons d'Aliyah à Paris et à Marseille le lundi et mardi. Cette année, c'est une année catastrophique. Je sais qu'on a toujours tendance, comme les lycéens, de finir, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants, mais il faut être aussi la réalité. Il y a des années, comme il a expliqué, comme on voit, on était 50 élèves à Tikva, et ça fait déjà 2 ans qu'on tourne autour de 12 élèves. Et l'Aliyah de France, aujourd'hui, les Juifs, ils commencent à confondre. C'est vrai, comme notre maître Moshe Rabbeinu, il bégayait, et on n'a peut-être pas compris le GPS qu'il nous a dit entre Canaan et Canada et les États-Unis. Il y a beaucoup plus de Juifs qui vont aujourd'hui dans la communauté de Miami, Los Angeles et Montréal qui montent en Eretz Israël. Là, je pars en France. Je veux dire que c'est un peu la shmama, c'est-à-dire c'est la terre brûlée, il n'y a rien.
Et je dois maintenant m'occuper avec des pinces à épiler, trouver un ou deux juifs qui veulent essayer de devenir cet hébreu. Parce que tout le monde, en fait, comme il a expliqué Johan, il préfère suivre comme des moutons de panurge, suivre l'exemple de tout le monde. Ça fait mal. Quand je me retrouve dans un appartement, lorsqu'il n'y a pas longtemps, là, j'étais à Béziers, à Cap d'Agde, j'étais voir un élève là-bas. Vous voyagez, vous faites des autoroutes, vous voyez la Camargue, vous voyez les flamants roses, vous voyez des taureaux, vous voyez la beauté de la douce France, le Cherpi de notre enfance. Mais vous arrivez devant une maison et vous pensez comment le Kohen Gadol, il se retrouvait le jour du Yom Kippour, que 5 fois par jour, 5 fois il rentrait dans le Kodesh HaKodeshim, et vous êtes devant la porte, et vous ne savez pas qui est derrière cette porte. Quel est l'élève qui est derrière cette porte. Et comme chacun d'entre vous, soit on s'est retrouvé en Israël, j'ai rencontré des parents en Israël, mais c'est très très rare que je ne vais pas dans la famille, parce qu'on était déjà dans le pays. Mais d'aller en France, là je pars en France, et je quitte ma femme et mes enfants pour 3 semaines, parce que chaque fois que je pose la question à ma femme, c'est elle en fait la colonne vertébrale de Tikva. Est-ce que je continue ou pas? Alors au début de l'année, elle me dit, regarde les élèves, je dis, regarde cette année ce que tu as fait, et chaque année c'est la même chose. Est-ce qu'on a le droit, quand Kadosh Baruch Hu, il me donne le mérite de chaque année de me redonner un troupeau à emmener vers Pépé Mémé à Chevron, et après leur faire comprendre la dimension d'Yerushalayim, et après leur faire comprendre la dimension des 12 tribus d'Israël? Est-ce qu'on a le droit de s'arrêter? Non, Baruch Hashem, pour l'instant j'ai la force et je continue. Mais ce qui est difficile, c'est de voir que au moment de la sortie d'Égypte, il y a 4/5 du peuple juif qui a décidé de rester en Égypte, et seulement 1/5 qui est sorti. Et dans notre génération, dans Juifs de France aujourd'hui, j'espère qu'on arrive à 1/5 qui accepteront de sortir. Merci Rav Mamou, merci à Yohan, merci à Emmanuel, merci à Chirel. Merci à toi. Merci d'avoir été là pour le programme Tikva. Si vous nous suivez depuis la France, le Rav Mamou sera là juste après Shiva Asar Betamouz, ça veut dire dimanche. Jusqu'au 19 juillet. Il va être jusqu'au 19 juillet. N'hésitez pas à le contacter et à rejoindre les jeunes. C'est votre chance. C'est votre chance. Elle ne repassera pas. Merci à tout le monde. Merci au Studio Qualita. À la semaine prochaine pour Plein Lado. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.